Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.1 FM, à Dijon et toute sa région. Allez, bonjour tout le monde, bienvenue, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, l'heure de retrouver évidemment votre émission juridique, parler droit, avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris évidemment, qui est là, et avec nous pour un nouveau thème évidemment, et pour nous accompagner pendant 1 heure. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine. Oui, très très bonne semaine. Oui, on est en week-end, on est bien. Ça y est, on est détente. Et surtout, on est prêt à vous écouter, Maître Maghrebi. Super. Bah écoute, je te remercie Medjahed. Alors le thème que l'on va aborder cette semaine est en réalité le thème qu'on aurait dû aborder, je pense, lors de la création de cette émission. Mais c'est vrai, si je puis dire, pourquoi n'y avons-nous pas pensé avant? Voilà. Alors le thème d'aujourd'hui va être écoutez, l'avocat. Qu'est-ce qu'un avocat? J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter mon métier et de vous dire ce qu'est un avocat, à quoi il sert, quel est son rôle, comment on le choisit, combien il coûte, etc. Parce que je pense que c'est très important pour tous les auditeurs de savoir exactement quel est le rôle de l'avocat, parce que il véhicule hélas beaucoup de mauvaises idées reçues. Je ne comprends pas pourquoi, mais on n'a pas toujours une très belle image. C'est vrai. L'avocat, que ce soit dans les feuilletons, dans les films ou dans les cafés, quand on en entend parler, on entend toujours, je ne sais pas pourquoi, avocat escroc, avocat. Exactement. Avocat. Il y a même des proverbes qui disent que parfois le choix de son avocat est un aveu de culpabilité. Ah bon? Donc moi, je tenais aujourd'hui à essayer de rectifier un petit peu le tir et de dire que absolument pas. Parfois, le choix de son avocat n'est pas un aveu de culpabilité, mais peut vous permettre de vous sortir de bien des impasses. Exactement. Donc, alors, qu'est-ce qu'un avocat? Ou surtout, quel est son rôle? Alors, l'avocat, c'est tout d'abord, comme le notaire ou comme l'huissier de justice, c'est une personne qui est habilitée, tout d'abord, à donner des consultations juridiques, à rédiger des contrats ou à rédiger tout acte sous seing privé qui pourrait être nécessaire, mais surtout, il est là pour vous aider à trouver une solution amiable en cas de litige ou pour vous représenter lorsqu'il y a des litiges devant les tribunaux lorsque vous en avez besoin. Donc, le rôle de l'avocat, il est triple. Le rôle de l'avocat, il est de vous donner des conseils. Donc, dans le cadre de consultations juridiques, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, ça peut être assez vague ou c'est assez général. Si vous avez par exemple le projet de créer une structure, ou si vous avez le projet de vous marier, ou le projet d'adopter, ou le projet de demander des papiers, ou de quelle que soit la démarche que vous souhaitez entreprendre, parfois il est bien de connaître ce qu'on appelle l'état du droit, de savoir en France quel est l'état du droit actuel au regard de votre situation et des interrogations que vous avez. Donc l'avocat est là pour vous aider à répondre à ces questions dans le cadre d'une consultation juridique. Ensuite, il est également là pour, comme je vous disais tout à l'heure, pour vous aider à rédiger des contrats ou tout acte sous seing privé. Ça peut être par exemple si vous décidez de prêter de l'argent à quelqu'un et que vous avez besoin d'une reconnaissance de dette. Donc dans le cadre d'une reconnaissance de dette, l'avocat peut vous aider à rédiger le contrat. Si par exemple vous confiez un objet ou un bien en dépôt à une personne, là encore, l'avocat peut vous aider à rédiger ce contrat. Et si vous êtes en conflit avec une personne, avec une personne qu'elle soit physique ou morale, dans ce cas, l'avocat peut vous aider à trouver une solution amiable pour essayer d'éviter les conflits contentieux. Mais si la solution amiable n'est pas possible, dans ce cas-là, il va vous aider en vous représentant. On dit que l'avocat, il vous assiste lorsque vous êtes présent, ou il vous représente et il parle à votre place lorsque vous n'êtes pas là. Donc c'est très important de savoir tout ça, parce que donc le rôle de représentation est extrêmement important, parce que c'est ce qui va lui donner le pouvoir de pouvoir effectuer ce qu'on appelle tous les actes utiles devant les juridictions ou devant tous les différents acteurs de justice. Il va pouvoir contacter les huissiers de justice
avec vous ou à votre place, il va pouvoir contacter le greffe, il va pouvoir contacter le procureur, enfin bref, il va pouvoir contacter plusieurs acteurs de justice. Et parce que justement, il a des fonctions de représentation, c'est-à-dire qu'il va vous représenter, il va postuler, il va faire toutes les formalités au niveau de la procédure pour vous et il va également plaider pour vous, c'est-à-dire que l'avocat va prendre la parole et expliquer votre position, défendre votre position, défendre votre situation devant un tribunal. Il est là vraiment il est là pour vous, il vous représente. C'est un petit peu, il parle en votre nom. C'est-à-dire que lorsque l'avocat parle, ce n'est pas lui qui parle. En réalité, c'est vous qui parlez. C'est pour ça que le choix de son avocat est extrêmement important. Et comme je disais, il a également un rôle d'assistance. Un rôle d'assistance, ça, c'est dans le sens où il est là pour vous soutenir. Lorsque vous êtes dans une situation de faiblesse, quelle qu'elle soit et quelle qu'en soit la raison en réalité, il est là pour rétablir l'équilibre. Il est là pour vous assister et faire en sorte que vous retrouviez dans la situation la plus juste qu'il soit au regard des règles de droit et au regard du droit français et du système français. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, l'avocat va pouvoir s'entretenir avec vous, enfin avec une personne qui par exemple va être placée en garde à vue. Lorsque vous êtes placé en garde à vue, que ce soit dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, c'est le seul interlocuteur privilégié que vous avez le droit d'avoir dès la première heure. C'est-à-dire qu'il va venir et il aura le droit de s'entretenir avec vous durant 30 minutes, de discuter avec vous, de vous dire quels sont vos droits, de vous informer sur vos droits, de vous dire comment cela va se passer. Il va vous accompagner. Il est aussi celui, en cas de procédure, notamment de procédure pénale, il est celui qui va avoir accès à votre dossier d'instruction. C'est-à-dire qu'une personne qui va être mise en examen et pour laquelle il va y avoir une procédure d'instruction qui va être en cours, eh bien sachez que l'avocat, votre avocat, est celui qui va avoir accès à votre dossier et qui va pouvoir vous dire ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'il va être à la fois votre bouche et il va être également à la fois vos yeux. Il va voir ce qu'il y a dans le dossier et il va entendre ce qu'il se dit sur vous et il va pouvoir ainsi mettre en place une défense et essayer de vous aider et de vous accompagner au mieux. Mais ça ne s'arrête pas là, il est également là pour demander des investigations. C'est-à-dire que lorsqu'il va regarder votre dossier, s'il voit que le juge ou le procureur n'ont pas fait exactement tous les actes de diligence qui seraient nécessaires pour assurer votre défense, eh bien il peut les demander. Il peut demander des investigations, notamment au juge d'instruction, qui lui va disposer d'un délai d'1 mois pour vous répondre. Et il est également, pour toutes les personnes qui sont incarcérées, et il y en a même qui nous écoutent, eh bien sachez que lorsque vous êtes incarcéré, l'avocat est également la personne privilégiée, la seule personne qui peut vous écrire sans que son courrier ne soit lu, et la seule personne qui peut venir vous voir sans qu'on puisse poser des limites. C'est très important de savoir que vraiment son rôle est très étendu. Donc, l'avocat, il est là pour vous aider, il est là pour vous accompagner. Sachez que on parle d'avocat extra lorsqu'on commence à parler argent, mais avant de parler argent, sachez que le rôle de l'avocat, il est triple. C'est un avocat, il a un rôle de conseil, il a un rôle de représentation, il a un rôle d'assistance. Également, on pourrait dire même qu'il a 4 rôles, le rôle de certification dans le cadre d'écriture. Mais voilà, il est vraiment là pour vous, il est là pour vous aider, il est là pour défendre vos intérêts et pour vous accompagner au mieux, quelle que soit la situation difficile que vous avez. Maintenant, au niveau du choix. Alors, au niveau du choix, on en parlera dans un instant parce que la pub est en train d'arriver. On en parle dans une minute, évidemment. La suite du thème, c'est dans un instant. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions, évidemment, à Maître Maghrebi. Et puis, justement, puisque Maître Maghrebi est un avocat, évidemment, vous pouvez la joindre à son numéro de téléphone au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et on est de retour pour l'émission Parler droit avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris. Maître Maghrebi Mansouri qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Maître Maghrebi que vous pouvez prendre comme avocate évidemment. Et vous pouvez la joindre pour cela au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96 uniquement
pour les rendez-vous à ce numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous pour un dossier, quelle que soit la demande, 06 12 14 34 96, enfin quelle que soit la demande dans le domaine dont on a parlé tout à l'heure évidemment. On est reparti avec le thème du jour, justement, on parle de qu'est-ce qu'un avocat, comment choisir son avocat, et c'est avec la suite de ce thème et Maître Maghrebi qui est de retour. Je te remercie Medjahed. Donc oui, en effet, nous avons présenté tout à l'heure ce qu'était le rôle de l'avocat. Donc nous avons bien précisé que l'avocat avait un rôle de conseil, de certification, de représentation et surtout d'assistance. Donc maintenant qu'on sait quel est le rôle de l'avocat et qu'on voit qu'il a vraiment une part importante dans la défense de vos intérêts, il est important de savoir donc lorsqu'on fait le choix d'un avocat, quand est-ce que je dois avoir un avocat, quand est-ce que c'est obligatoire, pas obligatoire, bref, comment ça se passe. Alors, le choix de l'avocat déjà est libre, c'est-à-dire que vous pouvez choisir l'avocat que vous souhaitez. On ne peut pas vous imposer un avocat dans le cadre d'une procédure. Donc déjà, voilà, vous choisissez librement votre avocat. Il y a des procédures où l'avocat est obligatoire et des procédures où il ne l'est pas. Il est obligatoire devant le tribunal de grande instance, devant le tribunal pour enfants, devant la cour d'assises. Il est également obligatoire lorsqu'il va s'agir de procès en appel et pourvoi en cassation. Mais sinon, il n'est pas obligatoire pour le reste des procédures. Donc, par exemple, si vous êtes convoqué devant le tribunal correctionnel, sachez que l'avocat n'est pas obligatoire. Mais bien évidemment, dans la mesure où vous n'êtes pas des professionnels du droit et encore moins de la procédure pénale, moi je vous conseille vivement d'avoir un avocat dans le cadre d'une procédure correctionnelle ou autre, surtout lorsque vous risquez d'être condamné à une grosse somme d'argent ou à une grosse amende, voire même de la prison. Il est préférable quand même d'être assisté ou représenté par un avocat. Donc, si vous n'avez pas la possibilité ou vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, sachez que vous avez la possibilité de demander ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Avec l'aide juridictionnelle, vous pouvez avoir un avocat qui sera rémunéré par l'État. Mais ça, c'est sous condition de ressources. Donc, vous pouvez avoir à rémunérer partiellement votre avocat si vous avez une aide juridictionnelle partielle, mais si vous obtenez l'aide juridictionnelle totale, eh bien c'est l'avocat qui sera rémunéré par l'État, et sachez que dans ce cadre-là, il n'aura pas la possibilité de vous demander des honoraires. Lorsqu'il y a l'aide juridictionnelle totale, l'avocat ne peut pas réclamer d'honoraires à son client. Par contre, si on n'est pas dans le cadre de l'aide juridictionnelle et donc d'une procédure où l'avocat va être payé par l'État, sachez que les frais de l'avocat sont à votre charge et que le montant des honoraires, normalement, est à déterminer lors du premier rendez-vous, et que lors du premier rendez-vous ou du deuxième, une fois que vous vous êtes mis d'accord sur les honoraires, vous devez signer donc un contrat qui a été imposé par la loi Macron il n'y a pas très longtemps de cela. Ce contrat étant rendu obligatoire pour toutes les procédures, et ben sachez que le contrat, une fois qu'il est signé, vous vous engagez à le respecter et l'avocat également. C'est-à-dire que l'avocat s'engage à vous assister et vous représenter de façon conforme à cette déontologie, mais que vous engagez également à lui donner toutes les informations et tous les documents utiles pour vous défendre, mais également à le payer. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec son prix, dites-le dès le premier jour et n'attendez pas la fin de la procédure. Voilà, ça c'est très important. Donc voilà, sachez que vous pouvez également au niveau pénal avoir ce qu'on appelle un avocat commis d'office. Un avocat commis d'office, c'est un avocat qui va être de permanence le jour de votre audience et qui va être désigné d'office pour vous représenter le jour de l'audience. C'est un droit que vous avez, donc n'hésitez pas à réclamer un avocat commis d'office si vous passez par exemple en correctionnel, ou si vous êtes en garde à vue que vous n'avez pas un avocat. Eh bien c'est très important de demander un avocat commis d'office. Et donc pour conclure, c'est très important de savoir que c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau du coût de l'avocat, parce que ça c'est une question qu'on entend souvent, mais vous prenez combien, comment ça se passe? L'avocat en règle générale, il détermine ses honoraires en fonction d'un de ses diplômes, de son ancienneté, de 3 de sa spécialisation, et de 4 de la complexité du litige, mais également en fonction de votre situation de fortune. C'est-à-dire que une personne qui va être au SMIC, en règle générale, l'avocat ne lui demandera pas le même montant qu'une personne qui va avoir 2000, 3000, 4000 ou 5000 euros de salaire. Donc c'est très important de demander dès le départ comment les honoraires sont déterminés. Donc elles sont déterminées par rapport à la situation financière du client, la difficulté de l'affaire, les frais qui vont être exposés également, parce que si on a des frais d'huissier,
huissier, on a des frais d'expertise, et bien forcément ce sera à votre charge. Et également en fonction du temps et de la disponibilité qui va devoir être consacré à votre affaire. Voilà, c'est très important de savoir ça. L'avocat peut décider de vous fixer des honoraires au taux horaire ou par le biais d'un forfait et réclamer également des honoraires de résultat. Là, je tiens à insister sur une chose, c'est que nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en France et donc c'est le droit français qui s'applique. Et en droit français, l'avocat n'a pas le droit de se faire payer uniquement en honoraires de résultat. Donc si aux États-Unis, ils ont le droit de dire « je gagne votre affaire, je prends 50%, en France, c'est interdit. C'est-à-dire qu'en France, vous devez payer des honoraires, c'est-à-dire soit au taux horaire, soit un forfait. Et l'avocat peut également ajouter des honoraires de résultat. Mais les honoraires de résultat à eux seuls, ce n'est pas possible. Donc à toutes les personnes qui vont voir des avocats, ça sert à rien de leur demander. Ils sont dans l'obligation de refuser, sinon ils engagent leur responsabilité. Et ben voilà, c'est ce qu'on pouvait dire en tout cas. Et vraiment d'un thème très précis. Et donc maintenant, on sait évidemment que c'est très important d'avoir un avocat, évidemment. Et justement, notre avocate maison ici, Maître Maghrebi Mansouri est là. Et c'est parti. Elle répond à toutes vos questions gratuitement dès maintenant au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1, quelle que soit votre question d'ordre juridique. Maître Maghrebi Mansouri vous répond. Si vous avez été évidemment, si vous avez des problèmes au niveau juridique avec les papiers, puisqu'elle est spécialisée dans le droit des étrangers, ben n'hésitez pas à l'appeler. Si vous avez aussi des difficultés dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, tout ce que vous voulez, eh bien vous appelez dès maintenant, vous passez à l'antenne avec Maître Maghrebi, en anonyme si vous le souhaitez également. Et je vous attends donc dès maintenant pour prendre vos questions. Allez-y, bombardez-moi le standard. Aujourd'hui, je veux qu'il y ait plein de questions, je veux que ça rythme, je veux que ça soit bon, et je veux qu'il y ait du monde aujourd'hui. Et je suis sûr que vous allez adorer parler à Maître Maghrebi et qu'elle va vous aider dans votre procédure, dans toutes vos questions. Allez-y, c'est maintenant. Ou même tout simplement dans mon rôle de conseil, leur donner des conseils. Exactement, de bons conseils. Donc là aussi, parce que parfois on peut aussi traiter les demandes à l'amiable pour faire le bon courrier également. Maître Maghrebi va vous aider. On attend vos consultations, votre question gratuite dès maintenant. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Je vous attends. Faites-moi fumer ce standard. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, 0892 23 99 50. J'attends vos appels. Et c'est vous qui allez rentrer en piste dans un instant, les amis. 0892 23 99 50. N'hésitez pas, quelle que soit la question. 0892 23 99 50. L'émission Parlez droit avec vos appels et vos premières questions dans une seconde, juste après Bilal Sré. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Elle est efficace, elle est redoutable, les amis. Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Vous pouvez la joindre à son cabinet si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle. N'hésitez pas, elle est vraiment très efficace. 06 12 14 34 96, notez bien. 06 12 14 34 96. Et donc pour prendre un rendez-vous avec elle. Pour l'instant, on prend des appels 0892 23 99 50. Il y a déjà beaucoup de monde pour vous, Maître Maghrebi au standard. On va commencer donc sans plus tarder par Karim qui nous appelle de Reims. Bonjour Karim. Alors où est Karim? Il faut que j'appuie sur le bouton Karim. Oui, allô? Oui, c'est bien vous Karim. Non, moi c'est Boualem. Alors Boualem, bougez pas une seconde, je vous prends juste après. Est-ce que Karim est là déjà? Bon, mon ami Karim, il est parti, c'est pas grave, alors on va prendre Boualem. Boualem qui est avec nous, bonsoir, bonjour à vous Boualem. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de la région parisienne. Eh bien, parfait. Maître Maghrebi vous écoute, monsieur Boualem. Bonjour, maître. Bonjour. Ma question concerne la séparation de biens dans le mariage. Je me suis marié dans la communauté de biens. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une séparation de biens. Je suis artisan et j'aimerais protéger ma famille. Oui. J'aimerais savoir comment faire et ce que ça peut coûter. Alors, il est en effet possible de mettre en place le régime de séparation de biens sans grande difficulté. Il faut pour cela faire établir un contrat auprès du notaire. Ça se fait, ça c'est des actes qui relèvent de la compétence exclusive du notaire.
Le contrat de séparation de biens, en règle générale, il peut se faire soit au moment de la conclusion du contrat de mariage, c'est-à-dire au moment où vous allez vous marier, mais il peut également être rédigé par la suite sans aucune difficulté. Ça permet à chacun des époux de pouvoir conserver l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens. Donc c'est un contrat qu'on rencontre assez fréquemment, mais voilà, sa rédaction se fait uniquement auprès du notaire. Et au niveau de son coût, ça varie, ça va varier. Ça dépend de la nature des biens en réalité que vous allez avoir. Est-ce que vous avez des biens meubles ou est-ce qu'il y a des biens immeubles? Voilà, ça va dépendre des biens qui vont être mentionnés dans le contrat. Mais donc ça, faudra voir avec lui au préalable. Mais après, sachez que en plus des frais qui vont dépendre de l'importance de votre contrat, il va y avoir des frais qu'on appelle en fait des frais de procédure et de publicité qui sont obligatoires et des droits fixes qui sont de 125 €. D'accord. Et ça, j'ai besoin quand même d'une assistance d'avocat. Pas forcément. L'avocat, il n'est pas forcément obligatoire pour la rédaction de ce contrat, sauf si par exemple il y a le litige par rapport à la détermination des biens ou comment vous voulez répartir les biens dont vous faites la séparation au niveau du contrat. À ce moment-là, nous on peut venir pour faire un peu le médiateur et la négociation. Mais sinon, pour la rédaction en tant que telle, pour ce type de contrat-là, c'est comme je disais, ça relève de la compétence du notaire. Du notaire. Oui. Très bien, merci. Eh ben écoutez, de rien. Avec plaisir en tout cas, Boalem. Et puis si vous avez besoin de vous faire aider par Maître Maghrebi, il n'y a pas de souci. C'est très gentil. Merci et bonjour à tout le monde. Allez, bonjour à vous. Merci, excellent après-midi à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Karim. Boalem, pardon, puisque Karim malheureusement n'a pas pu patienter. Allez, on va revenir dans un instant. Allez, d'autres questions évidemment. Si vous avez aussi des litiges dans votre dossier, si vous avez une question à poser à Maître Maghrebi, spécialisé évidemment dans le droit des étrangers, droit du travail, droit de la santé, droit pénal, n'hésitez pas évidemment. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Vous posez une question, Maître Maghrebi vous répond en direct à la radio et c'est gratuit en plus, donc profitez-en. 0892 23 99 50. D'autres questions dans un instant. Vous pouvez nous appeler aussi si vous nous appelez de province, que vous soyez à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille et bien entendu à Paris et en région parisienne. Merci de votre fidélité et j'attends vos dernières questions. Faites vite les amis. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, la pause et juste après on prend vos appels. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour évidemment tout de suite sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri. 0892 23 99 50 pour poser vos questions et on continue. Maître Maghrebi, on va accueillir un auditeur d'Orléans cette fois-ci, il s'appelle Nabil. Bonjour Nabil. Oui, bonjour Médial, bonjour Maître. Bonjour Nabil. Bonjour, je souhaitais donc vous exposer la situation. Alors, suite au décès de mon beau-frère l'année passée, ma sœur et ses 3 enfants, donc qui sont en bas âge, se sont donc retrouvés seuls au pays, en Algérie. Et nous avions alors, avec mon frère, décidé de les faire venir. Donc, chose faite, les enfants ils sont rentrés avec un visa touristique. Mes enfants sont depuis scolarisés au collège et à l'école primaire. Et je souhaitais connaître toutes les démarches, les moyens possibles afin effectivement de régulariser la situation. Voilà, donc... Alors, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, toute personne mineure n'est pas dans l'obligation d'avoir un titre de séjour. On ne délivre les titres de séjour que pour les personnes majeures. Mais par contre, pour faciliter l'obtention du titre de séjour vie privée et familiale lorsqu'elles auront atteint la majorité, c'est vrai que c'est bien de s'y prendre en amont. Ils ont quel âge les enfants ? Ils ont la plus âgée, elle a 13 ans, et puis donc 13, 10 et 7 ans. Et leur mère, elle est aussi, on l'a aussi fait venir, donc c'est normal, on peut pas les séparer, donc leur mère est aussi. Et ils sont hébergés chez vous ? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez il y a une kafala qui a été prise ou pas ? Oui, de manière officieuse, on va dire. Mais de manière officielle ?
de manière officielle. C'est-à-dire il faut faire des démarches particulières pour... oui, on n'a rien fait de manière officielle. Ça se serait fait. En fait, la kafala, elle s'obtient. Normalement, elle doit s'obtenir en Algérie. Maintenant, ce que vous pouvez, vu qu'il n'y a pas de kafala, ce que vous pouvez tenter de faire, ça serait de demander à obtenir l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants. Pour ça se fait auprès du tribunal. C'est une demande en particulière qu'il faut faire. Je pourrais pas vous expliquer toute la procédure comme ça là en ligne parce que c'est assez complexe. Mais dans la mesure où ils sont mineurs, s'ils sont à votre charge et qu'ils sont à votre domicile, le fait que vous ayez l'autorité parentale, la possibilité que vous ayez le transfert de l'autorité parentale, vous permettra par la suite en tout cas, ça leur permettra par la suite de pouvoir justifier d'une vie privée et familiale sur le territoire qui pourrait leur faciliter l'obtention du titre de séjour. D'accord. C'est après voilà, il y a et par rapport à leur mère, est-ce qu'il y a des... Après par rapport à la mère, là on rentre sur le cas classique des demandes de titre de séjour. Il faut qu'elle arrive à entrer dans une case, c'est-à-dire que soit ça va être un titre de séjour salarié, titre de séjour pour soins, titre de séjour vie privée et familiale si elle en remplit les conditions, mais si elle vient d'arriver, ça va être compliqué. Ça va être beaucoup plus dur pour elle. Elle est rentrée en France quand? Il y a combien de temps, monsieur? La maman? En septembre dernier. Et puis actuellement, le visa a expiré, pour tout vous dire. Donc, d'accord. C'est en situation régulière. Voilà. Ouais. C'est ça va être là pour elle, ça va être c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment les cas classiques. Faut qu'elle essaye de voir si elle arrive à trouver un contrat de travail, un titre de séjour salarié. Et vous êtes qui? Pardon. Oui. C'est ça, son frère. C'est le frère. Ouais. Ouais. Non, malheureusement pour le travail, on sait que ça va, vu son âge aussi, ça va être difficile. Donc elle est en bonne santé? Je sais pas. Moi, je suis pas spécialiste. Alors j'ai pensé au regroupement familial, mais voilà, c'est-à-dire on veut pas commencer des démarches et puis finalement ça serait pas des démarches appropriées, puis on n'aura pas gain de cause. Voilà, c'est pour ça que je vous appelle. Quelles seraient les pistes possibles à explorer? Là, le regroupement familial fonctionnera pas pour elle. Ça va être vraiment au niveau des titres de séjour qui existent et selon l'accord franco-algérien. Et là, comme ça, je regarde de ce que vous me dites. Après, il faudrait une étude beaucoup plus approfondie de votre situation de sa situation pour pouvoir vous répondre de façon précise. Mais là, comme ça va être, je vous dis, soit le titre soit pour soins, soit pour travail ou vie privée et familiale. Mais vie privée et familiale, si elle n'est pas mariée, vous savez, c'est quand c'est des conjoints, ou quand vraiment toute la famille est ici et que ça fait plusieurs années qu'ils sont là, ou quand on a 10 ans de présence sur le territoire. Là, elle remplit aucune des conditions. Aucune des conditions. Avez-vous peut-être rencontré des cas pareils ou similaires? Au niveau des enfants, oui, j'ai déjà rencontré des cas similaires et généralement on arrive à les régulariser à la majorité lorsqu'il y a eu transfert d'autorité parentale durant la minorité. C'est pour ça qu'on demande généralement le transfert de l'autorité parentale à l'hébergeant, à la personne qui prend en charge l'enfant, surtout quand il n'y a pas de kafala. Mais après, pour sa situation à elle, c'est la situation classique, c'est hélas un problème qu'on rencontre, c'est un problème qui est récurrent, qu'on rencontre régulièrement, de personnes qui viennent en France parce que leur famille est ici, mais en même temps il n'y a rien au niveau des textes qui prévoit la régularisation dans ce genre de situation. Il faut du temps. Il faut qu'il y ait les 5 ans plus la scolarisation, ou il faut... d'accord, 5 ans plus la scolarisation, ça marche. Quand on a des enfants mineurs qui sont scolarisés et qu'on a 5 ans sur le territoire, on peut tenter, c'est la circulaire. Après, il faut savoir que la circulaire, moi généralement, je me réfère pas à ce texte parce qu'une circulaire ne reste qu'une circulaire, c'est pas la loi, et c'est le gouvernement qui l'a mise en place et que le gouvernement, il est plus là pour très longtemps. Donc je pense que elle va peut-être pas trop durer. Ou on aura peut-être des mesures différentes dans quelques mois. Donc les textes, ce qui prévoit, c'est 10 ans de présence. Ouais. Et les 10 ans de présence, elle les a pas. Ça va être un peu compliqué, apparemment. Ouais, c'est un peu compliqué. En tout cas, pour la bonne nouvelle, c'est que pour les enfants, vous pouvez tenter quelque chose. Oui. Voilà. Bon. Après, il faut qu'elle attende avec le temps. Il faut que déjà elle ait des preuves de présence, qu'elle accumule un certain nombre de preuves de présence et forcément le fait. Et après, il faut savoir aussi, c'est que le fait qu'elle ait des enfants mineurs qui soient sur le territoire et qui soient scolarisés, ça n'empêche pas l'expulsion si jamais elle a un contrôle. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on est avec des enfants mineurs et que les enfants mineurs sont parfaitement bien insérés dans la société, ça va empêcher une expulsion par la suite. D'accord. Mais c'est pas le cas. D'accord. Ils disent les enfants suivent la mère, donc suivent les parents. Donc si on expulse les parents, on expulse les enfants aussi. Il faut raser les murs, quoi. Voilà.
Eh ben, courage à vous en tout cas et merci beaucoup de votre question. Bon courage à vous. Allez, Merci. bon courage à vous, merci. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver au standard. On va partir à Dijon. Khadija est avec nous de Dijon. Bonjour Khadija. Ah, Khadija n'a pas pu patienter. Bon, écoutez, on aura l'occasion d'accueillir évidemment d'autres questions. Évidemment, vous nous appelez au standard. Évidemment, je sais que ça peut paraître parfois long, mais attendez un petit peu. On vous récupère évidemment directement au standard. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Un autre appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Oui, c'est Khadija de Dijon. Khadija de Dijon. Soyez la bienvenue. Maître Maghribi vous écoute. On a quelques minutes. Allez-y. D'accord. Bonjour, maître. Bonjour Khadija. Voilà, je vous appelle parce que voilà, ma fille, elle était en colocation. Oui. Donc, elles ont rendu l'appartement il y a au mois de février, là, le 20 février. Et par contre, le propriétaire veut pas leur redonner la caution parce que la nouvelle locataire qui est venue lui a dit que c'était pas assez propre pour elle. Donc, ce qu'on voulait savoir, nous, s'il avait le droit au fait de faire ça ou pas. En sachant qu'il n'a pas fait l'état des lieux ni à la sortie, ni à l'entrée de la nouvelle locataire. Alors, c'était la question que j'allais vous poser, parce que normalement, il faut qu'il y ait un état des lieux d'entrée qui soit établi, avec un état des lieux de sortie qui soit établi. Voilà. Si cela n'a pas été fait, il va falloir qu'il explique pourquoi il ne veut pas rendre la caution. Il peut pas la garder comme ça. Mais en fait, tout ce qu'il nous dit, c'est je sais la loi, j'ai le droit de faire ça. Donc voilà. Non, alors la loi lui donne le droit de garder une partie de la caution lorsque il doit entreprendre des travaux qui sont nécessaires pour remettre le bien en l'état à l'état dans lequel il était lorsqu'il l'a loué. C'est-à-dire s'il y a eu des dégradations volontaires, s'il y a eu il y a eu des travaux qui relèvent normalement de la charge du locataire, qui n'ont pas été faits par le locataire, à ce moment-là, il peut garder une partie de la garder une partie de la caution, voire la totalité de la caution. Mais c'est très encadré, ça se fait pas comme ça. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de dégradation, c'est juste au niveau du ménage, apparemment, qui convenait pas à la nouvelle locataire. Donc, voilà, il veut pas leur redonner la caution, et il veut leur enlever 25 € chacune, et on ne sait pas pourquoi. D'accord, il les justifie comment les 25 €? Enfin, je sais pas après de quel montant était la caution, mais si ça correspond par exemple aux frais de ménage. 750. D'accord, et il veut retirer 25 et 25, c'est ça, sur les 750 pour les frais de ménage? Apparemment, c'est ce que, oui, je pense que ça doit être ça. S'il vous délivre la facture d'une femme de ménage ou d'une société de ménage, il peut le défendre en effet. D'accord. Il peut le défendre. Ça au niveau du nettoyage, ça peut, en tout cas, il y a des cas où la jurisprudence le retient. Surtout quand ça reste raisonnable. Parce que là, sur 750, 25 et 25, ça reste un tarif raisonnable. D'accord. Mais si ça avait été la totalité de la caution, c'est pas possible. Ah oui, nous on a cru qu'il voulait pas rendre carrément la totalité en fait. Ah non, en fait il veut pas le rendre maintenant, il a dit qu'il attendait 3 mois. Voilà, il a un délai de 3 mois absolument pour la restituer. Ça c'est vrai, il a un délai de 3 mois pour la restituer, délai durant lequel il doit entreprendre les travaux de remise en état s'il y a eu des dégradations qui ont été commises par le locataire. Mais là, au niveau des frais de ménage, après faut qu'il justifie, faut qu'il le justifie. Il doit les rendre au plus vite, généralement il faut qu'il fasse au plus vite. Maintenant, ça servira à rien de tenter un contentieux avant la fin du délai de 3 mois parce que c'est vrai qu'au niveau des textes, c'est prévu, sous certaines conditions, mais c'est prévu. Et contester le montant des 25 € chacune, c'est-à-dire 50 €, là aussi, devant un tribunal, je pense que ça servira à rien parce que ça vous coûterait beaucoup plus cher que le prix. Donc, d'accord. Tenez-nous au courant après s'il vous rend pas la caution, on essaiera de vous donner la marche à suivre, d'accord? Non, normalement, il a dit qu'il la rendrait, mais que dans 3 mois. D'accord. Tant mieux. Merci beaucoup. Vous avez eu en tout cas les connaissances juridiques par rapport à ce cas et on espère vous avoir. Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis c'est très gentil à Maître Maghribi de pouvoir nous renseigner. Donc, allez au top. Merci à vous, c'est très gentil, ça me touche. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir, Khadija.
Jahed. À bientôt Khadija, merci beaucoup. Et bon courage évidemment pour tous ceux qui subissent des choses un peu bizarres avec les propriétaires. En tout cas, on est là pour vous aider. Maître Maghrebi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que Maître Maghrebi, évidemment, est joignable si vous voulez la rencontrer à son cabinet pour un rendez-vous. 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit des étrangers, droit de la santé, droit pénal. N'hésitez pas à la joindre. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on vous laisse le soin de terminer cette émission comme il se doit. Et c'est vous qui avez la parole, évidemment. Je te remercie, Medjahed. Merci à tous les auditeurs. Merci pour votre écoute et pour votre soutien et pour tous les appels qu'on a eu aujourd'hui. J'espère que le thème vous a plu. Parce que voilà, sachez que l'avocat, il est là pour vous aider parce que vous avez des droits. Donc, s'il vous plaît, faites-les respecter. Excellente semaine.